Bonjour à tous, je m'appelle Vadim, je viens de Google à Londres et moi j'ai hésité à venir parce que quand mon nom de famille ça va pas très bien avec la région. Il paraît qu'il y a une petite tension entre les Normands et les Bretons, mais vous inquiétez pas, je suis alsacien, donc tout va bien. Donc je voulais vous parler un peu aujourd'hui des petits secrets d'Android Studio. Alors c'est pas si secret parce qu'en fait Android Studio tout est open source, hein. Android Studio, qu'est-ce que c'est? C'est un IDE pour faire du développement Android. Et en fait, ça marche comme un plugin sur IntelliJ. Donc IntelliJ qui est développé par JetBrains, qui est aussi open source. Vous pouvez télécharger les sources sur GitHub. Les sources d'Android sont sur le node Gerrit de Google. Mais après, rien ne vous empêche de le builder chez vous et de faire des modifications. Et maintenant, on commence à accepter doucement les pull requests. Donc depuis quelques mois, on prend des développeurs, on prend des contributions externes. Alors avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je voulais présenter un peu qui était derrière Android Studio. Donc en fait on est répartis sur quatre bureaux, donc au siège à Mountain View, à Seattle, Londres et une petite équipe à Aarhus au Danemark, qui font principalement le R8, donc l'optimisateur de code, et les autres équipes s'occupent un peu de tout. Donc quand je dis un peu de tout, donc on est un peu plus de 120 personnes maintenant, et ça inclut des ingénieurs, des designers, des product managers, des testeurs, j'ai peut-être oublié certaines fonctions. Et donc tous ces gens-là sont répartis sur le build system. Donc là on parle de Gradle, ProGuard, R8, l'éditeur de code. Donc là c'est tout ce qui va faire l'intégration des features Android dans IntelliJ. Les design tools, donc moi je travaille dans cette équipe, ça va être le layout editor, le resource manager dont je vais parler après, voilà, donc, et l'émulateur, donc ça c'est un peu à part parce que c'est vraiment, ça c'est du code à part, je sais pas s'il est open source celui-là. Et ensuite on a deux équipes internes qui sont infrastructure et testing, qui s'occupent de gérer tout notre CI et la qualité, l'infrastructure des code review et tout ça. Alors, j'ai fait 3 parties dans la talk, elles sont un peu différentes. La première c'était Productivity. Je parlais avec une développeuse, une collègue, et assez expérimentée en Android, et on parlait d'Android Studio, et là j'ai découvert en fait qu'il y a des features que j'utilise un peu tous les jours dans IntelliJ, parce qu'on développe Android Studio avec IntelliJ, donc certaines features qu'elle ne connaissait pas, et je me suis dit mais c'est fou, en fait il y a c'est vrai que c'est tellement une machine à gaz cette IDE, qu'il y a plein de petits tips qu'on ne connaît pas forcément, donc vous allez en voir quelques-uns là, que vous connaissez ou pas. On va commencer par les postfix. Postfix c'est quelque chose que j'utilise vraiment tous les jours, et parce que j'aime pas trop passer du clavier à la souris, et donc si je veux bouger mon curseur et tout, ça me fait perdre du temps. Donc à la place, on peut utiliser des postfix, donc typiquement si on a une expression booléenne, j'ai pris un peu d'inspiration locale pour mon code, et donc j'ai cette expression booléenne, et évidemment should eat, on veut manger quand il y a de l'andouille et du sarrasin, donc on veut mettre un note là, et on n'a pas envie d'aller ramener notre souris au début, donc on fait point note, et à ce moment-là on fait juste entrer, et là on choisit sur quelle partie de l'expression notre code notre postfix va s'appliquer, et on a le point d'exclamation qui est ajouté au début, les parenthèses qui englobent notre expression, et le curseur qui est toujours au même endroit. Donc ça c'est quand même, c'est un gain de temps assez incroyable. Suivant. Donc là c'est un peu dans le même genre, si on ne veut pas le note, juste la parenthèse. Donc on a une addition qu'on veut mettre en priorité sur une multiplication. C'est à peu près toutes les maths que je connais. Donc c'est, voilà, on fait juste point par. Je vais revenir un peu en arrière, je vais aller un peu vite. Voilà, point par. Voilà. Et donc on choisit quelle expression, on appuie sur entrée, et notre parenthèse est mise. Ça c'est peut-être celui que j'utilise le plus, et c'est surtout pratique en Java, en Kotlin un peu moins puisqu'il n'y a plus les types. Voilà, donc si on a typiquement la façon dont on pense quand on code, on va d'abord penser à ce qu'on veut récupérer, et après on va le mettre dans notre variable. Mais en fait en pratique, il faut d'abord mettre la variable et après mettre le code. Donc ce qu'on peut faire c'est, on pense à ce qu'on veut mettre, donc là hop je veux récupérer quelque chose dans ma liste, et vraiment ça va trop vite quand je me rends compte, voilà. Et on met .var, et là, notre variable est créée, le nom de la variable est mis, et le type aussi. Et donc là, c'est encore une fois un gain de temps, pas la peine de revenir en arrière ou quoi que ce soit. Toujours en Java,
bien pratique, moi en Kotlin, les null checks. Donc je pense que parmi vous, il y en a quand même beaucoup qui font des null checks si vous faites du Java. Et donc voilà, j'ai une méthode qui est nullable, et je veux faire un check dessus pour, si jamais elle est nulle, je retourne quelque chose. Donc je fais .nn, et là, paf, oups, j'allais trop vite, encore une fois. Voilà, .nn, et là, notre méthode, notre if est créé. Et puis pour aller un peu plus loin, on fait CTRL-ALT-V pour faire extract variable. Et donc là, on va avoir notre variable qui va être extraite. Allez, extrais-toi, petite variable. Bon. Ah, ça c'est le problème avec les cases. J'étais sûr que ça allait poser des problèmes, mais je ne voulais pas risquer la démo live. Donc, on en est où? Voilà. En fait, on ne voit même pas s'il y a marqué play ou pause sur les vidéos. Super pratique. Voilà. Donc, for i et for r pour reverse, vous l'aurez deviné, c'est pour faire des boucles for sans avoir à coder, manuellement toute la boucle. Donc là, j'ai mon array, je mets .for i pour, alors .for pour le for itérateur, ou alors on met .for i pour avoir un index, ou R pour reverse. Et après, on peut en fait, une fois qu'on a appliqué, on peut changer la variable et ça va changer, ça va se propager partout où I apparaît. Donc dans le même genre que les postfix, quelque chose qui est super pratique à utiliser, c'est les live templates. Ça a un avantage par rapport aux postfix, c'est que vous pouvez créer les vôtres. Donc si vous allez dans les options d'IntelliJ, vous cherchez live template, ou d'Android Studio, et là vous pouvez créer les vôtres. Donc ce qui se passe pour les live templates, c'est que vous allez juste écrire une petite shortcut comme ça, donc inn pour if not null, en ce cas-là. Et là, on a notre if qui est créé, et c'est contextuel aussi. Donc on avait la variable object qui était au-dessus, et on voit que ça a été automatiquement mis dans notre null check. Voilà. Les live templates, ça fonctionne aussi dans les layouts. Donc si vous êtes en XML, moi il y a un truc qui m'insupporte, c'est d'écrire 36 fois layout height, match parent, ou layout width, wrap content. C'est long à écrire, on l'écrit pour chaque vue. Donc en fait, il y a un petit live template bien pratique. LWM, donc pour layout width match. Et là, encore une fois, entrée, et notre ligne, elle est créée. Et donc ça marche avec aussi dans l'autre sens pour height et wrap content. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Ok, bon, bah, c'est marqué au-dessus de toute façon. Donc je ne vais pas faire toute la liste des live templates parce qu'il y en a énormément. Ceux que j'utilise pas mal, c'est pour débugger, c'est mettre un petit system out, donc en mettant SOUT ou SOUTV pour inclure la variable, SOUTM pour les méthodes. Et si vous appuyez sur CTRL-J, là on a toute la liste des live templates que vous pouvez utiliser à un instant, et vous pouvez créer les vôtres. Donc là je vous encourage vraiment à créer vos live templates pour les bouts de code que vous écrivez assez souvent. Ouais, non, ça c'est bon. Donc j'ai fait un petit résumé, si vous voulez prendre une photo rapidement. Je vais laisser 5 secondes. Et on va passer à la prochaine section. Voilà, alors là maintenant, je parlais beaucoup de clavier. Ceux qui sont allergiques aux souris, il faut mieux partir maintenant parce qu'on ne va plus utiliser le clavier du tout. Et on va commencer à parler du Resource Manager. Donc là on est plutôt dans une nouvelle feature. Ça a été sorti dans Android Studio 3.4, qui est encore en bêta pour l'instant. Mais je vous encourage à commencer à l'utiliser parce que là on se rapproche très vite de la version stable. Alors qu'est-ce que c'est le Resource Manager? Donc ça ressemble à ça, c'est un outil qui se présente sur la gauche du Layout Editor, ou n'importe quel éditeur. Et en fait ça permet d'importer, d'explorer et d'utiliser les ressources. C'était vraiment un problème qu'il y avait sur Android Studio. Alors qui parmi vous utilise Android Studio? J'imagine pas mal d'entre vous. Et est-ce que vous avez galéré à importer des ressources? Alors, qui a galéré à importer des ressources? Typiquement, vous ne savez pas quel dossier créer, vous savez, il fallait le convertir, vous aviez plusieurs SVG à convertir et vous ne pouviez pas. Il fallait les faire un par un. C'était assez compliqué. Donc il y a le Resource Manager. Alors est-ce que vous voyez bien l'écran? Moyen? Ah, tant pis, je ne peux pas le faire autrement. Il y aura la vidéo après. Non, mais de toute façon, ça fait plein de zoom dans tous les sens, donc ça c'est cool. Donc pour ouvrir le Resource Manager, c'est un petit tab qui apparaît en haut à gauche à côté du projet. Donc hop, on clique dessus. Et là, on a les ressources de notre module qui apparaissent et on va pouvoir faire des choses avec. Donc là, typiquement, j'allais
sur mon Finder ou sur l'Explorer, et j'ai tout mon dossier avec toutes mes ressources de design. Donc je pourrais par exemple sélectionner tout et importer tout d'un coup. Là, je vais juste me concentrer sur un dossier en particulier pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc les bonnes pratiques d'Android, du développement Android, c'est d'avoir des images qui sont de différentes tailles pour différentes densités de téléphone. Donc là, on va voir cette image de fleur qui est pour high density, low density, medium density, extra high. Et voilà. Donc en fait, on peut juste... et non, je l'ai encore fait. Je vais relancer du coup. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste faire un drag and drop du dossier Flower sur le Resource Manager. Voilà. Et là, on va avoir une dialogue qui apparaît et, avec nos ressources prêtes à être importées. Et vous pouvez voir, du coup, là sur la droite, on a déjà les qualifiers qui sont mis. Donc les qualifiers, c'est quand vous avez vos images dans les dossiers spécifiques. Donc par exemple, là, ça sera un drawable. Il y a le drawable-XHDPI. Donc cette partie XHDPI, c'est le qualifier. Et donc là, on voit en fait que ça a été automatiquement mis. Alors... Maintenant, c'est trop lent. Ouais, et donc maintenant, ça a été importé. On va pouvoir faire la petite recherche de notre fleur qui vient d'être importée. Et là, on voit qu'il y a toutes les différentes versions. Et ça permet d'avoir un aperçu de différentes versions, voir si on a effectivement la même image pour toutes les versions, par exemple, voir quelle taille ça prend pour chaque version. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, si vous avez dans votre chemin de fichier soit l'indicateur version Android, donc XHDPI ou LDPI, ou si vous avez... qui parmi vous fait du développement iOS aussi? Que ça. 1, 2. Désolé pour vous, ça arrive. Si vous avez... c'est quelque chose qui se passe beaucoup, notamment dans les ESN en France, c'est que les clients demandent des applications iOS d'abord et après Android, ou alors les designers font d'abord le design iOS, puis après il faut l'adapter pour Android. Donc, donc on nous donne les icônes version iOS, et après il faut manuellement tout renommer pour Android. Donc en fait, si on reconnaît ce format iOS, on va le convertir dans le bon dossier Android. Et donc là, si vous avez par exemple tout un dossier d'icônes iOS, vous pouvez prendre tout le dossier, le mettre dans le Resource Manager, et tout sera importé d'un coup dans le bon dossier. Rapidement, ça c'est le mapping entre le format iOS et Android. Donc il y a vraiment, il y a une équivalence. Donc 2 fois c'est XHDPI, 3 fois c'est XHDPI. Voilà. Et donc ça je ne l'ai pas montré, mais il y avait déjà un importeur pour transformer des SVG vers XML. Maintenant, vous pouvez faire ça, vous pouvez importer tout un dossier de SVG, et ils vont être transformés en XML, en vecteur drawable. Est-ce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas de vecteurs dans leurs applications? Tout le monde? Eh ben, il faut pas essayer au vecteur. Non, alors c'est vrai que l'avantage des vecteurs, c'est que déjà c'est assez flexible, on peut faire beaucoup d'icônes avec des vecteurs. Et en plus, ça prend beaucoup moins de place dans l'APK finale. Et il faut penser que vos utilisateurs n'ont pas forcément des téléphones avec beaucoup de mémoire. Donc si on peut optimiser leur mémoire, leur stockage, en utilisant des SVG, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Parce qu'une image, c'est énorme comparé, le pourcentage d'espace que prend une image dans l'application. Et si vous en avez en plus 6 pour les différentes densités, c'est énorme dans l'APK. Oui, sur ce sujet-là aussi, est-ce que vous avez entendu parler des splits, de Android Splits? Qui a entendu parler d'Android Splits pour les APK? Alors Android Splits, ça a été un peu... je ne vais pas en parler longtemps, mais justement pour cette histoire de conserver le stockage de nos utilisateurs, les splits, en fait, c'est une feature qui va permettre au Play Store de diviser l'application par densité, par type de processeur, et j'ai peut-être d'autres paramètres que j'ai oubliés. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au téléchargement, l'utilisateur va récupérer que ce qui l'intéresse pour son device. Donc là, en l'occurrence, le problème des SVG et des images se pose un peu moins, puisque si l'utilisateur a un vieux téléphone avec, je sais pas, 512 mégas de stockage, il va juste récupérer son image en low DPI. Ça va toujours bon là. Voilà. Alors ensuite,
Donc je disais que le Resource Manager peut importer et on peut explorer et utiliser les ressources. Donc l'idée en fait c'est que si vous arrivez sur un nouveau projet et vous avez une app qui existe déjà, vous êtes nouveau sur le projet et vous ne connaissez pas forcément les ressources, ou alors c'est un autre développeur qui l'a fait et vous ne connaissez pas forcément le nom des icônes qui sont là, ou des layouts. Donc en fait vous pouvez juste utiliser le Resource Manager pour essayer de trouver cette ressource. Et après, donc là typiquement je vais changer la couleur, donc je ne sais pas en fait exactement quelle couleur. J'ai vu, mon designer m'a donné une image, il y a un fond vert derrière le logo Android, mais je ne sais pas exactement lequel c'est. Donc ouais, je peux les regarder dans cette liste de couleurs, voir lequel correspond le plus au mock qu'il m'a envoyé, sachant que les couleurs sont déjà définies, puisqu'on a une palette de couleurs utilisée dans l'application, un branding, et donc on veut réutiliser ce branding. Donc là, on va regarder là-dedans les couleurs qu'on veut. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste faire un drag and drop dans le XML, ou copier-coller, ça marche aussi. Et là, on a le background qui va être mis. Et si par exemple, maintenant on veut changer, parce que là j'ai mis un vert, c'est vraiment pas très joli, mon design c'est pas mon fort non plus. Donc on va mettre on va changer la couleur de cet Android, on va le mettre en blanc. Donc là voilà, je vais chercher, je sais que dans mes drawables j'ai un Android. Et donc là si je fais un drag and drop sur l'image view, ici on a automatiquement l'attribut source qui s'est mis en place. Donc là en plus on voit que c'est source compat, parce que donc, si vous utilisez la support library, il y a des devices qui ne supportent pas les vecteurs drawable. Donc si vous mettez source compat, en fait, ça va utiliser la support library pour générer une image à partir du vecteur drawable. Et bon, l'idée aussi, donc là, il y a beaucoup de drag and drop. C'est vrai que faire du drag and drop sur du XML, c'est pas forcément le truc le plus intuitif. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ça côte à côte avec le layout editor. Donc encore une question, qui parmi vous utilise le layout editor? C'est en général, il y a peu de mains qui se lèvent. Enfin, qui utilise le layout editor? 1, 2, 3, 4. Qui utilise plutôt le XML? Voilà. Et ça, moi, j'espère qu'un jour, les mains vont s'inverser. Et ça commence, hein, ça commence. Est-ce que parmi ceux qui n'utilisent pas le layout editor, est-ce que vous utilisez Constraint Layout? Ouais, quand même. Vous êtes en plus courageux, parce que c'est quand même très verbeux hein, d'écrire du Constraint Layout. Non, je vous encourage vraiment à... Alors, il y a quelques années, c'était un peu compliqué à utiliser le layout editor. C'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe, parce que j'avais envie d'améliorer les choses. Et je trouve que maintenant, c'est quand même vachement mieux. Il y a d'ailleurs Eric Hellman, ou je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Il avait fait un workshop sur sur Constraint Layout, et il avait vu qu'en fait, c'était quand même plus rapide au final d'utiliser le layout editor que le XML. Et sur ce, Romain Guy avait répondu sur Twitter que aux gens qui disent qu'ils sont plus rapides en XML, oui, peut-être, mais c'est peut-être aussi une impression parce qu'on est aussi plus occupé à écrire. Donc on a l'impression de faire plus de choses en XML. Après, c'est pas backé par des études, mais je pense que c'est vrai. Donc là, voilà, c'est un petit flow. On va lancer ça. Voilà. Donc là, il y a tout un flow d'utilisation du layout editor. Donc on va faire un drag and drop de notre image sur le layout. Là, on va définir une marge par défaut à 0 dp. Donc, je clique sur 0. Maintenant, je vais créer mes contraintes. Donc en haut, en bas. Voilà. Et on peut aussi utiliser le menu contextuel. Si par exemple, maintenant, je veux la centrer. Donc je vais juste aller dans Center. Voilà, horizontally in parent. Et voilà, là, notre image est centrée. Maintenant, on veut changer le type de contrainte, parce que ce qu'on veut, c'est que l'image prenne la taille de notre écran. Donc on va aller utiliser le Constraint Widget à droite ici, et on va cliquer sur les boutons de type de contrainte pour changer. Et donc là, on va voir que notre contrainte change, et ça prend toute la place. Maintenant, c'est un peu embêtant parce qu'on a tout caché. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller sur le Component Tree en bas à gauche pour aller remonter cette image view plus haut dans la hiérarchie. Donc dans Android, et surtout dans Constraint Layout, les éléments ne sont pas dans le sens dans lequel ils sont déclarés dans le XML, et le Component Tree, c'est une réflexion de l'ordre du XML. Donc vous pouvez très bien utiliser le Component Tree pour réordonner tous les éléments dans la vue, typiquement pour ce genre de problème. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, donc là dans le Property Panel, il a un peu changé aussi. Ça c'est aussi nouveau dans 3.4. Et maintenant, on a les attributs qui sont déclarés dans la vue sélectionnée, qui sont affichés tout en haut. C'était quelque chose qui manquait beaucoup parce qu'on ne pouvait pas supprimer ou éditer les attributs qui étaient affichés sans retourner vers le XML.
Maintenant, vous pouvez. Là, on rajoute juste un alpha pour avoir un design un peu mieux. Et comme je disais, c'est pas mon fort non plus. Et voilà. Notre vue est finie et on a fait tout ça dans le layout editor en passant par le resource manager, le property panel et component tree. Petite pause. Pet break. Comme ça, on peut récupérer un peu. Ils sont mignons. Hein. Tant pis. Section d'après. J'ai passé un peu vite, vous n'avez pas eu le temps de voir comme ils étaient mignons. Je le remettrai à la fin si jamais on a du temps. Les sample data. Sample data, ça existe déjà en 3.3. Donc là, c'est pour ceux qui. D'ailleurs, je suis un peu curieux. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent Beta ou Canary? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Beta? Ah, c'est super ça. Et Canary? Encourageux. Bravo. Bon, Canary, c'est vrai que dans le développement de tous les jours, c'est un peu chaud à utiliser. Beta, c'est sympa quand même. Sample data, qu'est-ce que c'est? Qui a entendu parler de sample data? Ok, bah parfait. Donc c'est sorti dans 3.3. Même 3.2 et 3.3 pour la UI par-dessus. Et ça répond à un problème en fait, donc là, qu'on voit bien d'ailleurs dans le Resource Manager maintenant. J'ai plein de fragments, plein de layouts, et est-ce qu'on voit la différence? Imaginez que vous arrivez sur le projet et vous tombez sur ça, et ben vous ne savez pas quel projet éditer. Donc il y a un moyen d'arranger ça et de faciliter votre vie de développeur et la vie de vos collègues. Donc là, c'est le layout que j'ai ouvert, Fragment Speaker. C'est un vrai layout, c'est l'application du coup Google I.O. et Android Developer Summit, c'est la même appli qui est sur GitHub, donc vous pouvez la télécharger. Et donc là, on voit, bon, j'ai une recycler view ici avec des items, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. En haut, je pense avoir une image view, donc on voit dans Component Tree que j'ai effectivement une image view, mais ça ne nous parle pas beaucoup. Et c'est normal parce que en fait, toutes ces images, toute cette recycler view vont être remplies quand on démarre l'application. Ça va être des données qui viennent d'Internet, donc on n'a pas vraiment ces données-là dans le code, enfin dans la preview. Mais on peut mettre quelque chose à la place. Et on peut cliquer, donc si vous faites un clic droit et vous sélectionnez Set Sample Data, ça marche aussi en XML, je vous montrerai après. On va avoir cette petite dialogue, petite pop-up qui s'affiche, et on va pouvoir choisir un type de sample data. Donc il y en a deux qui sont prédéfinis pour les images. On a les backgrounds comme ça, et on a des avatars. Et donc on peut soit choisir une image en particulier, soit ça va juste prendre cycliquement, pour chaque instance de sample data, ça va prendre une nouvelle image du set. Donc voilà, là on a une image, c'est déjà un peu mieux. Passons maintenant à la recycler view. C'est pas terrible, on voit pas grand chose. Donc on va aller ouvrir le layout qui représente normalement les items de cette recycler view. Donc, voilà, hop. Donc là on voit, j'ai ce layout avec rien dedans. Ouais, enfin, bon, on revient dessus après de toute façon. Donc il y avait rien, on voyait rien dans ce layout, on voyait juste qu'il y avait une image view et deux text view. Donc première chose qu'on va faire, c'est dans la recycler view, on va rajouter un tools attribute. Donc les tools attributes, c'est les attributs qui commencent par tools et qui après ont le nom de l'attribut Android. Donc si je veux changer le texte par exemple d'une text view, je peux mettre tools.text et c'est quelque chose qui se verra que pendant le développement, pendant la preview. Là, on va mettre tools list item et en fait on va indiquer quel layout représente nos items dans la recycler view. Là, je fais juste un copier-coller de l'item depuis le resource manager et dans le property panel. J'ai fait pause là où... Je pense que j'ai fait pause. Ouais. Voilà, donc là déjà, c'est un peu mieux. On retrouve les deux text views qu'on voyait avant, qui ont été avec des valeurs qui ont été mises dessus. Mais les valeurs sortent de nulle part. Enfin, c'est quelque chose que fait par défaut le Android Studio. On va améliorer ça, donc on va aller dans notre layout d'item, et pareil comme avant, on va faire set sample data. Et là par exemple, j'ai défini un set de photos des speakers d'ici. Donc vous pouvez mettre vos propres sample data. Ça peut être pratique, imaginez que vous vouliez montrer au client en fait juste une photo avec des fausses données. Vous pouvez récupérer les données qui vont apparaître plus tard sur les mocks par exemple, et les mettre dans Android Studio juste pour faire une capture, pour voir à quoi ça va ressembler sans avoir à écrire tout l'adapteur d'abord. Donc c'est bien pratique. Et alors pour les textes, pareil. Donc soit on peut mettre des choses qui sont déjà prédéfinies. Donc là je vous montre un peu comment ça marcherait en XML. Tools text, et on va mettre du coup
le texte, on va mettre add sample. Voilà. Et j'ai créé un set qui s'appelle names avec le nom des speakers de la DevFest. Ou alors on peut utiliser la UI avec les textes prédéfinis. Donc il y en a quelques-uns, je montrerai après. Et là, on a notre résultat final, on a notre recycler view, et qui ressemble finalement à quelque chose, et qui apparaîtra aussi comme ça dans le Resource Manager. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Vous imaginez que vous arrivez sur ce projet que vous ne connaissez pas trop, vous ouvrez ça, et ben vous savez quand même à quoi ça ressemble, c'est plus un écran tout blanc comme avant. Donc, je disais qu'il y avait quelques sample data prédéfinis. Donc, on a des noms, par exemple, donc, first name, on a des villes, on a des lorem ipsum. Lorem ipsum paramétrable. Donc, si vous mettez lorem, crochet et un nombre, vous allez pouvoir générer n mots dans le lorem. Donc, c'est pas mal. Et en fait, si vous mettez juste lorem, sans le paramètre, à chaque fois que ça va être appelé, il va y avoir une longueur de plus. Donc, c'est super pratique pour si vous voulez tester une liste et voir comment ça se passe quand il y a quand le texte dépasse en fait. Et les avatars dont je parlais avant. Si vous voulez créer vos propres sample data, vous créez un dossier sample data dans le dossier du module. Et vous mettez, alors si vous voulez des images, vous mettez un dossier avec toutes les images, et le nom du dossier sera la référence vers cette sample data. Et sinon, vous pouvez créer un fichier texte, comme on voit à droite. Donc là, j'ai juste une liste de noms, et donc chaque nom va être utilisé à chaque fois qu'une sample data est demandée. Vous pouvez aussi créer des JSON. J'en parle après, les JSON. Donc, quelques inspirations de custom sample data que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre des couleurs. Si vous voulez tester à quoi ça ressemble avec plusieurs couleurs, bah, vous mettez une liste de couleurs. Et dans le background, vous mettez add sample material color, par exemple. Et là, on verra dans la liste toutes les différentes couleurs. Planète. Donc là, vous pouvez tester, par exemple, des caractères un peu spéciaux. Là, j'ai mis un tilde, mais vous pouvez imaginer avoir une liste de mots avec du chinois, du coréen, voir si tous les caractères passent bien dans la preview, ou des dimensions. Si vous voulez voir comment ça se passe sur la preview avec différentes dimensions sur un objet, bah, vous pouvez très bien utiliser une sample dimension. Donc ça, c'était les images. Vous mettez un dossier album cover et les images dedans. Et le JSON, donc ça, vous pouvez définir un albumname.json. Et là, vous mettez votre liste de valeurs. Et la façon dont on l'utilise, c'est qu'on va récupérer la clé du JSON et le définir dans sample data. Et donc là, pareil, chaque élément de notre JSON va être à chaque fois récupéré, à chaque fois qu'une nouvelle instance dans sample data est demandée. Donc quand vous avez une liste, toute la sample data toute la liste va être utilisée. Voilà, donc ça c'est je suis allé un peu vite, mais bon, du coup, ça va finir un peu plus tôt. Sample data, donc ça s'applique seulement sur l'aperçu. Pour définir un attribut, pareil, ça c'est le petit, si vous voulez prendre une photo pour vous rappeler, c'est le slide à prendre. Donc @tools, si vous utilisez les sample data prédéfinis, .sample pour le type, puis le nom de la ressource. Et si vous voulez mettre des ressources personnalisées, vous les mettez dans module sample data. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur Android Studio? Ne me demandez pas des questions trop sur Android, parce que je ne suis pas un développeur Android non plus, quoi. C'est plutôt moi qui poserai des questions là-dessus. Alors, vous pouvez me contacter sur Twitter, @vadimcan, ou encore mieux, c'est l'issue tracker. Donc, quand vous avez des bugs sur Android Studio, surtout aussi pour ceux qui utilisent les bêtas et les canaries, mettez vos bugs, nous on les regarde. Il y a un tweet d'ailleurs qui est passé pas longtemps d'une GDE qui disait à quel point tous ces bugs avaient été résolus et à quel point elle a aidé les développeurs de Google à améliorer, je crois que c'était le data binding. Donc en fait c'est vraiment bien, nous quand on voit des bugs qui viennent des utilisateurs, c'est vachement plus motivant parce que c'est pas juste un bug qui vient de QA et on se dit bon c'est un bug mais on ne sait pas trop si ça impacte l'utilisateur. Là on sait qu'il y a un vrai problème derrière quelqu'un qui est vraiment en galère à cause de ce bug et donc ça monte en priorité les bugs publics. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, quelle heure il est? J'ai un peu de temps si vous voulez, je peux montrer un peu d'autres tips sur Studio. Là je pars totalement en impro. Hein. Ouais, j'ai un... Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau là? Ouais, alors par exemple dans le Resource Manager, donc là c'est super petit, je vais changer la taille. À quoi ça ressemble Studio en 720p? Ok, on va voir.
Ouais, donc si vous avez plusieurs modules dans votre application, vous pouvez naviguer à travers vos modules. Ah, merci, c'est bien ça. Voilà. Avec la petite drop-down. Si par exemple vous êtes en XML, c'est un truc que j'aime bien, et l'écran est énorme, je pourrais jamais coder avec ça. Donc on va virer ça. Voilà. Donc si par exemple je veux juste insérer une image view, vous pouvez faire un petit drag and drop dans un espace vide, et là l'image view, le texte de l'image view est automatiquement rajouté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans les... Oui, alors, je vous ai expliqué, vous pouvez rajouter vos propres live templates. Donc là, si vous allez dans Main, Préférences... Pourquoi ça apparaît pas? Ok. Ah, live template. Là, vous pouvez rajouter votre propre live template. Donc, on va faire un petit plus. Et mettons, par exemple... je crois que j'en avais créé une en plus pour la DevFest. Non, mettons Toto. Hein. Et ça va nous créer, en fait, du coup, là, on va mettre juste un texte. Et vous pouvez mettre des variables aussi. Donc si vous mettez $, le nom de la variable, c'est pas pratique d'écrire à une main. Ah mais je peux faire comme ça. Ah ouais. C'est génial. La technologie de nos jours, c'est incroyable. Rien tombe. Par contre, il tient pas terrible. J'ai parlé comme ça. Là, on peut faire edit variable. Merci. Et en fait, on va pouvoir prendre des templates prédéfinis. Alors pourquoi il ne me propose pas là? Ah, mais parce que je n'ai pas mis de contexte. Donc là, on peut définir le contexte, donc typiquement en Java pour nous. On va faire un edit variable, expression, et là, par exemple, on va pouvoir mettre le nom de la méthode. C'est pratique, je ne sais pas si c'est méthode name ou méthode return type. Voilà, je ne sais même pas ce que ça va faire là. Et donc, on fait OK. Et donc, on va aller dans notre fichier Java, main activity, et que je tape Toto. Là, on a notre live template qui apparaît. Et voilà, et on a... alors, ça ne sert pas à grand-chose que je viens de faire. Comme dit, je suis en impro, je n'ai pas pensé à un truc vraiment utile. Mais voilà, là, on voit qu'il y a le Hello World qui a été créé avec le nom, le type de retour de la méthode void qui est là. Est-ce que vous avez des tips que vous utilisez un peu tous les jours qui peuvent être bien pratiques? Le comment? Le tag, il est bien. C'est ça, c'est PS... comment ça marche là? Ah oui, là, ça. PS, bon là c'est PSVM. Pour créer la main, mais bon, ça on n'utilise pas tellement d'Android. Comment tu pensais à ça ou Je crois que je le connais même pas celui-là. Public statique. Bon. Attends. C'est la variable tag qu'on met en début de classe pour mettre dans les logs. Ah, là, le tag, celui-là, d'accord, ok, ouais. Mais celui-là, bah, du coup, si je fais juste tag, hop. Il n'y a pas de live template pour celui-là. Non, on peut en créer un, du coup. C'est une bonne idée. Est-ce que vous utilisez le multi-caret? Ça, c'est aussi un truc bien pratique. C'est ce que j'avais fait, par exemple, quand j'ai créé ma sample data avec les noms. J'ai récupéré, du coup, la liste des speakers sur toutes les photos sur le site web. Et là, j'avais pris, copier-coller ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ouais, merci, Guillaume. Hop, si on fait ça, on fait copie, paste, on colle tout ça. Voilà, alors là du coup on veut juste, et si on veut améliorer tout ça, on peut simplement faire Alt et sélection. Donc là on a du multicaret, c'est un truc qui est dans Sublime Text aussi qui est vraiment très pratique. Et voilà, pour corriger tout ça, après je fais fin pour enlever le point JPEG, et là on est quand même vachement mieux, puis après on peut même éventuellement faire un replace du tiré bas par rien, ou par un espace. Et voilà, là on avait notre liste de speakers qui est finie. Je crois que je vais m'arrêter là.
il y a plein de choses à montrer, mais c'est dur de faire de l'impro. Merci beaucoup. Ouais.